il existerait des endroits où des créatures invisibles se feraient discrètes. Des lisières, des rivières, des pierres couvertes de mousse, où quelque chose respire, écoute et répond. Loane Miège, clairvoyante et clairaudiente, accompagne depuis des années celles et ceux qui veulent renouer avec le vivant subtil. Elle serait familière avec le langage des lieux, la mesure du silence et la nuance des présences environnantes. Avec elle, nous partons à la rencontre des esprits de la nature. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres. Cette émission est une invitation à ralentir, à écouter autrement, à laisser s'ouvrir ce qui en nous perçoit sans toujours voir. Notre invitée n'est pas seulement une messagère, mais une passeuse de seuil, une femme sensible et connectée, une clairaudiente dont la vocation s'apparente à retisser les liens entre notre monde et celui des esprits de la nature. Elle a consacré une partie de sa vie à rendre visible l'invisible. Elle nous guide pas à pas vers une connexion juste, respectueuse et vibrante avec ce qu'elle appelle le vivant subtil. Avec elle, nous allons parler des dévas, des dragons, des sylphes, des fées, des petits peuples souterrains, mais aussi de Pan, dont l'image a été, au fil des siècles, tantôt divinisée, tantôt diabolisée. Des elfes des bois, des grands elfes blancs et noirs, des enfants du soleil, des familiers, des faunes, des gargouilles, des hydres, des licornes, des lutins, des ondins et d'innombrables autres êtres relayés au folklore et à l'imagination dans un monde où le brouhaha du matérialisme nous a certainement fermés à leur existence concrète. Nous explorerons les symboles anciens, les archétypes oubliés, les messages vibratoires qui nous parviennent à travers l'eau, l'air, le feu, la pierre, l'arbre et l'animal. Loane Miège, bonjour, merci pour ta présence parmi nous. Bonjour à tous. Alors on vous rappelle que c'est un partenariat avec les éditions, les formations Très Daniel, autant pour moi. Donc il y aura une surprise pour ceux qui sont fidèles et qui restent parmi nous jusqu'à la fin de l'émission. Et attention, encore une surprise qui vaut son pesant d'or. On compte sur vous pour suivre jusqu'à la fin. Loane, on va commencer dans le vif du sujet. Comment tu définis un esprit de la nature? Est-ce une conscience autonome, un égrégore ou tout simplement un être à part entière vivant dans une dimension parallèle à la nôtre? L'esprit de la nature, en fait, c'est une masse vibratoire. C'est comme ça qu'on l'appréhende dans l'expérience directe. Et cette masse vibratoire, elle a donc une vibration particulière, une signature vibratoire. Elle a aussi une intensité de rayonnement et un certain volume. Et en fait, cette masse vibratoire va puiser dans notre référentiel, si l'on peut dire, puiser les images, le langage, les archétypes, tout le nécessaire pour se présenter à nous dans une forme qui nous est suffisamment familière pour que nous puissions communiquer avec elle. C'est pour ça qu'on se retrouve très souvent avec des esprits de la nature qui ont, comme nous, une tête, deux bras et deux jambes. Donc ce sont des êtres à part entière, puisque cette masse vibratoire, elle a une conscience, comme nous avons une âme, c'est une forme d'âme aussi d'ailleurs. C'est une âme, même, tout court, puisque certaines âmes humaines, comment je pourrais dire, certaines âmes qui sont aujourd'hui dans un corps humain ont pu être par le passé des âmes qui ont expérimenté la vie d'esprit de la nature et donc être aussi dans ce corps qui est moins dense que le nôtre, mais donc qui est quand même dans cette masse vibratoire un corps particulier d'esprit de la nature. L'esprit de la nature, c'est aussi une fonction au sein de la planète. Et c'est comme ça souvent qu'on va pouvoir les reconnaître. Même si d'une culture à l'autre, ils prennent une apparence différente. Tu précises qu'il y a un voile entre nos deux mondes. Oui, alors ce voile, il n'a pas toujours existé. Je dirais que c'est un voile qui marque une différence d'espace vibratoire. Tu as parlé de dimensions parallèles. On pourrait en effet
traduire les choses comme cela. Mais ce voile n'a pas toujours existé. Il fut un temps où l'esprit de la nature et les êtres humains vivaient dans un monde qui était très très proche. Enfin, les deux mondes étaient vraiment très très proches l'un de l'autre, au point de pouvoir communiquer naturellement. Et puis, l'humain a choisi une voie très matérialiste. En fait, il s'est éloigné de cet aspect subtil. C'est comme ça, hein, c'est une civilisation qui se dessine et qui s'expérimente. Et donc, par cet éloignement vibratoire, matérialiste, eh bien, progressivement, en effet, les vibrations étant très différentes d'un monde à l'autre, il y a un voile qui s'est mis en place. Qu'est-ce qui distingue une perception imaginaire d'une perception authentique d'un esprit? Y a-t-il des critères clairs, vibratoires ou émotionnels pour ne pas se tromper? Alors, ce serait un esprit par rapport à quoi, je dirais? Par rapport à un autre type d'entité, par exemple? Par rapport à notre imagination, hein, tout simplement. D'accord. On parle d'hallucination ici. Alors, tant que ça reste dans la tête, en effet, ça peut être l'objet d'une hallucination. C'est le mental qui crée quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous distrait. Je crois beaucoup, moi, en l'expérience directe. C'est-à-dire que quand on a une masse vibratoire en face de soi, eh bien, naturellement, on va poser les mains dessus, parce qu'avec les mains, tout d'un coup, eh bien, il y a un volume qui se dessine, c'est beaucoup plus concret. Et à partir de là, nous allons pouvoir discuter avec elle d'une manière universelle. Quand la réponse est positive, la masse vibratoire augmente de volume et nos mains sont poussées vers l'extérieur. Et au contraire, quand la réponse est négative, nos mains se rapprochent l'une vers l'autre. Donc rien qu'avec ce oui-non et cette sensation en fait d'avoir quelque chose entre les mains, là on est dans du concret, on n'est plus dans quelque chose qui s'imagine dans la tête. Tu insistes souvent sur l'importance de la posture intérieure. Quels sont selon toi les préalables indispensables avant d'entrer en communication avec un esprit de la nature? Ça peut paraître un peu cliché, mais le cœur, évidemment. Je crois que c'est ce qui est important avant tout, c'est la rencontre d'un être, comme on irait à la rencontre d'un ami. Donc c'est avec le cœur ouvert, dans une logique d'entrer en relation, une relation d'amitié, une relation de respect aussi, l'un envers l'autre. Un esprit de la nature, de toute façon, lui, il va lire en nous comme dans un livre ouvert. Il va tout voir. Absolument tout, on ne peut rien lui cacher. Donc en effet, si notre posture n'est pas juste, si notre posture n'est pas dans le cœur, mais par exemple intéressée pour différentes raisons, l'esprit de la nature ne va pas rester, évidemment, il va partir, voilà, ça ne l'intéressera pas. Oui, j'ai pu suivre ta formation, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Je tiens aussi à préciser que tu as sorti un ouvrage à la rencontre des esprits de la nature, manuel pratique à l'usage de tous, que j'ai pu également lire. Il est excellent, hein, je vous le conseille. Il est très bien illustré, c'est un des premiers livres que j'ai vu avec un papier aussi qualitatif, si je puis dire. Et on a énormément d'explications, mais dans ta formation, on pourrait appréhender cette rencontre avec les esprits de la nature. Il y a une notion de territoire sacré, ils lisent dans nos pensées. Certains peuvent paraître pas malveillant, je dirais, mais en tout cas dubitatif quant à notre présence sur place. Comment on peut s'adapter et y aller en toute confiance? Alors, je pense que la meilleure attitude à avoir, en fait, c'est d'y aller comme un enfant, tout simplement. Un enfant avec des yeux innocents, grands ouverts, qui ne juge pas, justement, hein, vraiment, qui vit l'expérience pour l'expérience, le cœur ouvert. Le lien avec ces esprits, est-ce qu'il peut s'intensifier avec le temps? Oui, bien sûr. En fait, plus nous allons communiquer avec ces esprits, plus nous allons développer des affinités avec eux, et notamment avec certains d'entre eux, parce qu'il y a aussi un système de résonance en fonction de la nature de chaque personne. Ces liens vont bien entendu se développer, s'intensifier. Plus nous allons en fait partager avec eux, plus ces liens vont devenir solides. Comme avec un ami, en fait, c'est exactement la même chose. Par quelle pratique, attitude ou exercice concret conseilles-tu d'entretenir cette reliance au quotidien? Alors ça dépend vraiment du type d'esprit de la nature. Il y en a beaucoup en plus. Et chacun a leurs petites activités, leurs petits plaisirs. Si l'on parle de nains, de lutins, évidemment, on sait que ce sont des grands gourmands, donc une bonne façon de tisser un lien avec eux et de leur donner des petits gâteaux, du chocolat, des bonbons, ils adorent ça, ça marche très bien. Les fées, elles vont préférer tout ce qui brille, des bijoux, des cristaux, ce genre de choses, des paillettes. Là, c'est pour l'offrande, hein, déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, au niveau des activités, là encore, les lutins, on va beaucoup plus être dans le jeu, dans tout ce qui est de l'ordre de l'amusement. Alors, les lutins s'entendent très bien avec les petits garçons, évidemment, ça va bien ensemble. On dit les filles avec les petites filles parce que justement, on est plus dans la logique de costumes, de couleurs, de bijoux. Après, il peut y avoir aussi des activités beaucoup plus sérieuses. Je pense par exemple aux grands elfes blancs qui sont les gardiens du sacré dans un lieu. Donc une façon de pouvoir communiquer avec eux, par exemple, ça va être de les aider à nettoyer des lieux,
que ce soit de manière visible, avec une bougie, de l'encens, avec un certain rituel de nettoyage, ou bien simplement en visualisant le nettoyage d'énergie polluante dans un lieu. Donc là, on va aussi créer du lien. Ça est bien entendu par la méditation, tout simplement parce que la méditation nous permet d'être disponible à une relation subtile. Alors ça va marcher avec tous les esprits de la nature. La disponibilité est essentielle, évidemment, pour pouvoir entrer en relation et puis ensuite pour développer cette amitié. Je pense aussi aux elfes, alors qu'ils ne sont pas forcément blancs, mais aussi les elfes solitaires, par exemple, qui, eux, sont un peu les grands intellectuels, on va dire, du monde des esprits de la nature, et ils vont apprécier la poésie, la philosophie, l'écriture, donc c'est aussi un moyen de pouvoir échanger, partager, et pourquoi pas créer ensemble. Il y a plein de choses à faire, en fait, avec ces esprits de la nature. Au niveau des offrandes, dans ta formation, tu précises qu'on peut leur offrir des élixirs, des pierres, des huiles essentielles. Tu en offres d'ailleurs des huiles sacrées, des runes, des instruments de musique. On peut jouer de la musique, de l'encens, des bougies. Tout ça, c'est des présents qui sont là pour, on va dire, apaiser, faciliter la communication. Moi, j'aurais une question, tout ce qui est de plus pragmatique, encore une fois. Est-ce qu'on a le droit, des fois, sans faire tout ça, sans tous ces prérequis, d'avoir une rencontre spontanée, une matérialisation de ces élémentaux, comme ça? Ah oui, mais complètement. C'est une question d'affinité. C'est juste ça, on parle vraiment d'amitié, d'affinité, on reste dans cette logique-là. Et il y a des esprits de la nature qui nous observent aussi à travers ce voile, qui ont envie de passer et de nous rencontrer spontanément, parce que juste on leur plaît, comme on verrait quelqu'un dans la rue qui nous plaît, on a envie de lui parler, tout simplement. Comment ça se concrétise? Est-ce que tu parles d'une claire vision des élémentaux? Alors, on a une sorte de diapositive quand on a les yeux ouverts qui vient se superposer à notre vision 3D, et quand on a les yeux fermés, c'est une sorte d'écran intérieur. Donc, certains parleraient d'imaginaire. Mais est-ce que certaines personnes qui n'ont rien demandé, qui ont fait une promenade dans les bois, parce que j'ai vu des vidéos comme ça sur la toile et je me demandais toujours si c'était réel ou pas, peuvent voir, mais réellement, des êtres, des élémentaux matérialisés dans la 3D en train de faire un petit coucou, par exemple? Alors, matérialiser comme dans la densité des êtres humains, Oui. moi, personnellement, je n'en ai jamais vu, pour être honnête. À chaque fois, c'est une densité quand même qui est beaucoup plus subtile que celle des êtres humains et qui demande en effet d'utiliser des capacités extrasensorielles, que ce soit, comme je l'ai dit, au niveau des mains, parce que je trouve que c'est la capacité finalement qui est la plus facile et qui marche pour tout le monde. Mais ça peut être en effet par cette claire-vision qui est double, intérieure et extérieure. Ça peut être aussi la claire-audience, la claire-information. On sait que c'est là, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est là et donc on y va. Ça peut être aussi la claire-motion, le ressenti donc d'une émotion qui ne nous appartient pas. Et là on se dit, bah tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose, il y a une présence, qu'est-ce que c'est ? Justement, ça répond en partie à la question qui suivait. Tu parles de communication subtile, mais aussi de langage symbolique, vibratoire. Est-ce qu'il y a un langage universel ou propre à chaque royaume? Non, universel, je dirais. Vraiment, ouais. Il n'y a pas de dialecte spécifique pour telle ou telle catégorie d'élémentaux. Après, si on parle de dialecte, là, je pense qu'on va vers la complication, parce que je trouve que c'est plus facile que ce soit eux qui finalement s'adaptent à nous en lisant dans notre référentiel, notre langage, nos archétypes, notre façon de vivre et de penser, que le contraire. En tant qu'être humain, je trouve qu'il nous est beaucoup plus difficile de nous adapter à leur monde, de nous adapter à leur langage qui est parfois absolument inaudible parce que ce ne sont pas du tout les mêmes fréquences que nous prononçons avec nos cordes vocales. Nous ne sommes même pas capables d'ailleurs de les prononcer, donc ça complique énormément les choses. On va passer aux devas et aux forces archétypales. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les devas dans leur essence? Quelle différence fais-tu entre un deva et un esprit localisé, comme un lutin, une fée, un gardien? Oui, alors les mots, je tiens à le préciser, ne sont pas gravés dans le marbre. C'est-à-dire que chacun a un petit peu sa façon de définir les mots. Quand je parle de deva, moi, tel que je le perçois, parce qu'il y en a d'autres qui le perçoivent complètement différemment, mais ce qui est important, c'est la manifestation, c'est pas le mot. On fait comme on peut avec notre vocabulaire. Tel que je vois les devas, en fait, ce sont les concepteurs, ce sont eux, en fait, qui donnent les grandes trames,
Ensuite, il y a Pan, qui est l'architecte. Les faunes, les maîtres d'œuvre. Et les petits ouvriers, justement, ce sont les fées, les elfes, les nains, les gnomes, etc. Donc les dévas, eux, ils se placent à un niveau, on va dire, beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on va avoir des dévas de l'eau, des dévas du feu, des dévas de l'air. Donc là, on est sur des notions qui sont très englobantes, qui sont très larges et moins définies en termes d'individus. Comment on peut reconnaître la présence d'un déva de l'océan et quel type de message véhicule-t-il à travers les eaux et les marées? Eh bien, en fait, il suffit de l'appeler, tout simplement, de se retrouver face à l'océan et de demander très gentiment, avec le cœur toujours, déva de l'océan, est-ce que tu veux bien te manifester devant moi, sachant que ce sera une manifestation de toute façon très limitée par rapport à l'immensité que ce déva représente. Donc, il se manifeste comme nous pouvons nous l'appréhender. Encore une fois, c'est lui qui s'adapte à nous. Et à ce moment-là, il s'agit de nous ouvrir selon nos capacités extrasensorielles, selon nos affinités, nos possibilités. Donc, soit en captant avec les mains, avec le cœur, avec la claire-vision, claire-audience, claire-information, etc. Et le message du déva de l'océan, il peut être variable en fait d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'elle a besoin d'entendre. Bien entendu, il y a le message que j'ai transmis dans le livre, qui est un message, mais parmi voilà. Je ne limite jamais en fait les choses parce qu'un esprit de la nature ou un déva, c'est tellement immense qu'on ne peut pas le limiter juste à un message. Donc, je peux vous donner le message du déva de l'océan tel que je l'ai capté à ce moment-là, mais il n'est pas du tout exhaustif, en fait. Oui, c'est souvent très personnel, j'imagine. Oui. Exactement. J'allais te parler des dévas du feu, qui sont accessibles à l'humain sans danger, parce qu'on a des a priori. Bon, quels sont les enseignements, quelles précautions prendre lorsqu'on entre en contact avec eux? Parce qu'il s'agit d'une force ancestrale. J'ai envie de dire que il y a beaucoup de bruit de couloir, notamment par rapport à des énergéticiens, des magnétiseurs, qui parfois recensent des parasitages chez des patients qui peuvent provenir d'élémentaux. Ça, on va y revenir un peu plus tard aussi, effectivement. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça a déjà été mon cas. Et oui, oui. Non, mais je suis sidérée. Oui. Alors, est-ce que c'est juste... qui sait? Des parasitages venant d'élémentaux? C'est-à-dire, concrètement, c'est comment? Alors, on va revenir par rapport à Pan. Pan, qu'on retrouve sur la couverture, je pense, de l'oracle des esprits de la nature. Oui, c'est un émissaire de Pan, donc c'est un faune. Oui. D'accord. Alors, dans tes perceptions, pour toi, qui il est réellement? Est-ce que c'est un esprit libre, un gardien de la nature sauvage, un dieu oublié? Comment tu peux réagir aux accusations de certains milieux religieux qui associent Pan au Baphomet, au démon, à la sexualité déviante? On va parler de pansexualité, mais même dans l'univers de Disney, Peter Pan était en lien avec ça. On a un démon, je crois, dans une série récente qui s'appelait Pan aussi. Et de toute manière, c'est dans l'imaginaire... ancestral, donc il y a quelques siècles de ça, c'était un personnage qui jouait de la flûte et qui amenait les enfants dans la forêt pour les kidnapper. Il y a eu toutes sortes de bruits de couloir aussi de ce côté-là. C'est là-dessus que je viendrais appuyer, insister sur le fait que certains élémentaux sont mal vus. Oui, en fait, il y a eu une sorte de discrédit de la tradition, on va dire, ancestrale animiste en Europe, de la part de la religion catholique. Et donc, tous ces êtres, en fait, qui étaient vénérés par cette tradition ancestrale ont été mis complètement en bas de l'échelle, on pourrait même dire diabolisés, de manière à ce qu'ils ne soient plus du tout vénérés, en fait, pour les mettre à la poubelle. C'est de ce niveau-là, en fait. Mais tout ça, c'est une forme de manipulation. Et puis, c'est une façon aussi d'oublier que, avant que la France soit catholique, en fait, cette terre, en tout cas française, soit catholique, elle a été... animiste, comme partout dans le monde, puisque la tradition animiste, c'est vraiment la tradition que l'on retrouve partout, c'est la tradition universelle. Animiste, ça veut dire simplement de croire que toute chose possède une âme, donc que tout est vivant et que tout est sacré. Et on le retrouve notamment dans la tradition celte, qui a précédé donc, on va dire, l'envahisseur romain, et puis ensuite le catholicisme qui est allé avec. Justement, dans un monde qui traverse une crise du rapport au vivant, quel est le rôle des dévas? T'alerte-t-il sur nos déséquilibres ou continuent-ils leur œuvre indépendamment de l'homme? Ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où les humains ont pris beaucoup d'importance sur cette planète et leur activité, évidemment, génère énormément de perturbations.
Donc les esprits de la nature font ce qu'ils peuvent pour essayer de rééquilibrer, de réharmoniser. Parfois, c'est compliqué. À un moment, tu fais une rencontre dans ta formation avec un elfe noir, renvoyant au premier abord une énergie assez effrayante, et par la suite un message assez intéressant. Il te parle de transition entre le jour et la nuit, d'esprit diurne, d'esprit nocturne, mais aussi d'une sorte d'avertissement pour l'humanité. Oui, tout à fait. Le grand elfe noir, en fait, nous invite à plonger à l'intérieur dans nos profondeurs, là où c'est bien obscur, pour aller chercher notre propre lumière, la remonter à la surface et la briller à l'extérieur. Tout à fait. Ça peut être assez inconfortable d'être en présence d'un grand elfe noir, mais en fait, quand on passe cette étape, il y a beaucoup de choses à apprendre à travers cette présence et ces messages. On va parler de dragons, d'hydres et de grands esprits de transformation. Comment, toi, tu distingues un dragon d'un hydre? S'agit-il d'un esprit de la même famille ou d'une vibration opposée? Alors, c'est très différent. Une hydre, elle va se présenter souvent en tant que gardienne, notamment gardienne des grottes. Quand on est en présence d'une hydre, notre taux vibratoire chute. On a vraiment l'énergie dans les chaussettes. On se sent pas bien, on a des vertiges, des nausées. On se dit, mon Dieu, il faut que je m'en aille. Et ça tombe bien parce qu'en effet, c'est une gardienne. Donc, son rôle, c'est de nous mettre dehors pour protéger le lieu. Elle fait très, très bien son travail. Avec un dragon, c'est complètement différent. Avec un dragon, le taux vibratoire augmente. Un dragon, c'est une énergie très, très puissante qui nous porte, qui nous soutient. C'est une énergie aussi enseignante. Les dragons sont des grands alchimistes. Ils maîtrisent tous les éléments, ce sont des sages, donc ils se présentent plus comme des enseignants, comme des protecteurs. Donc c'est complètement différent. Certains dragons sont décrits comme des gardiens multidimensionnels, parfois solaires, parfois terrestres. As-tu rencontré différentes typologies de dragons, puisque ça nous renvoie aussi à ce que tu disais par rapport aux hydres? Oui, mais ça ne va pas se présenter de la même façon. C'est difficile à expliquer parce que c'est une question de ressenti. L'hydre, on est vraiment dans quelque chose au niveau du ressenti, de mal-être, de chute vibratoire, de fatigue, de dévitalisation. On n'est vraiment pas bien en fait en présence d'une hydre, ce qui nous pousse d'ailleurs à partir. Avec un dragon, ça peut être impressionnant, on peut sentir une force qui nous pousse, qui nous chahute, mais on ne va pas avoir cette dévitalisation. En tout cas, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'ai pas expérimenté, au contraire. Je trouve qu'en présence d'un dragon, on est plutôt revitalisé, il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et cet aspect protecteur va plus être dans l'intimidation, si on peut dire. Voilà. Je suis là, je suis costaud. Si tu veux venir plus près, eh ben voilà, à quoi tu te frottes. Et qu'est-ce qu'elle pourrait protéger alors, en faisant rempart dans ces entrées de grottes, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de si précieux? C'est une bonne question. D'abord, toi, t'insistes pas, tu rentres pas. Hein. Je l'ai vu dans la formation aussi, où on te suit dans la forêt. Tu respectes la sommation de ne pas entrer. Ah oui, toujours. En fait, moi, je force pas les choses. Je reste toujours dans le respect. Généralement, dans une grotte, il y a plusieurs niveaux de dimensions. Il y a en effet la dimension que l'on perçoit physique, mais il y a aussi des dimensions beaucoup plus subtiles. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Alors évidemment, on a tout le folklore qui parle de trésors qui sont gardés par les gnomes, etc. Bon, personnellement, c'est pas vraiment ça pour l'instant que j'ai observé. Je dirais plutôt que ce sont des mondes qui sont plus dans les profondeurs et qui n'ont pas envie que les humains viennent les embêter. Alors, on parlait de ce grand elfe noir. Quid du cinéma, du folklore actuel et contemporain, des livres sur cette thématique? Bon, Le Seigneur des Anneaux, hein, tête d'affiche. Est-ce que ça correspond selon toi? Est-ce que toi, tu as ressenti et est-ce que tu as pu étudier sur les élémentaux depuis toutes ces années? Non, pas vraiment en fait. C'est très humanisé à mon sens. Que ce soit dans les rapports des uns et des autres, ce côté belliqueux par exemple. Guerrier, va en guerre. Alors évidemment, il y a des esprits, on va dire certains, qui sont très rares, qui vont essayer de prendre le territoire d'autres êtres, donc qui ont une posture du coup en effet qui est guerrière, puisque ce sont des envahisseurs. Mais ça reste extrêmement rare et généralement quand ça arrive, ça montre qu'il y a un problème dans le lieu, ça montre qu'il y a un déséquilibre et que les remparts du lieu sacré ne fonctionnent plus correctement.
En fait, c'est plus un symptôme, à mon sens, qu'autre chose. Oui, parce qu'ils sont très territoriaux. Je veux dire, ils défendent leur précaré. Ah, complètement. Donc, ce côté belliqueux, un petit peu protectionniste, je sais pas. Alors, dans un monde où tout va bien, chacun respecte le territoire de l'autre, il n'y a pas besoin de conflit. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est très rare, en fait, que ça en arrive à se guerroyer. Il m'est arrivé, notamment en forêt de Fontainebleau, il y a un lieu, en fait, avec un royaume de fées que je connais depuis très longtemps et où j'allais régulièrement. Et un jour, donc, je me place devant la porte d'entrée de ce royaume pour leur faire un petit coucou. Et là, refus catégorique. La porte ne s'ouvre pas. Et là, donc, forcément, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un truc sur moi qui les dérange? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me remets en question dans un premier temps. Finalement, non, non, c'était pas moi. Et donc, je leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, tout simplement? Et là, en fait, il y avait des gardes-fées qui m'ont simplement signifié qu'en effet, il y avait une sorte d'esprit de la nature, mais alors là, pour le coup, très, très basse en termes vibratoires, et puis en termes de comportement aussi, avec un côté très primaire, qui venait envahir et donc tenter de prendre leur territoire. Et donc les portes devaient rester fermées pour protéger le royaume. Donc ce sont des choses qui arrivent. Qu'advient-il de l'inconscience humaine, de l'irrespect humain? Je vais être volontairement provocateur. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe au bois de Boulogne? Qu'est-ce qui se passe au bois de Vincennes? Parce que, est-ce qu'ils sont encore présents? Ils n'ont pas déserté les lieux. C'est clair qu'ils s'en vont. C'est clair qu'ils s'en vont. Quand les énergies sont trop basses, ça décroche, ils s'en vont. Ouais, donc ça serait assez désertique là-bas en termes d'élémentaux. Oui, en termes d'élémentaux. Par contre, il y a d'autres entités qui viennent prendre la place et c'est pas joli. Ok. J'allais parler aussi du déboisement. Bon, notre salle, autre ambiance. Mais tout le monde n'est pas dans la conscience, dans cette vision subtile. Parce qu'on voit que c'est très respectueux quand on suit ta formation. On est guidé pas à pas dans la forêt avec toi et ton conjoint, j'imagine, ton mari. C'est ça. On voit que vous prenez vraiment la peine de demander l'autorisation pour entrer dans chaque lieu, que vous êtes dans le ressenti, dans l'affect et dans l'empathie par rapport à ces êtres. Mais sinon, il y en a qui en ont strictement rien à faire. Je veux dire, ils n'ont même pas conscience que ce type de vie puisse exister, qu'il y a une existence multidimensionnelle dans ces lieux-là et qui bafoue ne serait-ce que la liberté environnementale de tout à chacun de pouvoir respirer en laissant les arbres sur leurs racines. Comment tu vois ça évoluer? Je sais que tu avais fait une analogie avec les aborigènes à un moment. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Sur les lieux qui sont maltraités, parfois, quand c'est encore vivable d'un point de vue vibratoire, c'est-à-dire que quand le niveau vibratoire ne chute pas trop, les esprits de la nature se mettent de côté et se disent, ben voilà, les humains font leurs activités, ça leur prend. De toute façon, les humains ont une vie très courte, donc voilà. Nous, on vit plus de 100 ans, 200, 300, même parfois plusieurs millénaires, voire plus. Donc, on les laisse faire leurs affaires, puis ça va leur passer. Et puis, quand ils auront fini, on va reprendre le lieu, on va retrouver en fait notre vie normale. Après, quand le taux vibratoire du lieu chute, c'est là que ça commence à poser problème, ou qu'il y a des perturbations énergétiques, type antenne de téléphonie, par exemple. Là, on va avoir une agression directe. Les esprits de la nature sont très, très sensibles donc à tout ce qui est ondes pas naturelles. Leur corps est donc pas dense, il est très subtil, et il va être beaucoup plus touché que le nôtre. Et parfois, même certains vont se désagréger au fur et à mesure et devoir repartir vers leur source. Donc, les dégâts peuvent être très, très importants. Donc, ça, c'est une possibilité. Parfois, il y en a d'autres qui partent carrément, qui partent en errance à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Ça peut aussi être une option. Ça fait beaucoup de dégâts, en fait, tout ça. C'est compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué, en fait, parce que quand on parle de forêt, notamment, et de déboisement, quand on regarde autour de nous, nous avons des meubles en bois. C'est très beau, les meubles en bois. C'est magnifique. Alors le tout, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des objets comme ça de qualité qui sont beaux, tout en respectant la nature, tout en respectant le vivant. Je crois que la question, en fait, elle est là pour trouver en fait un équilibre. Parce que tout est une question en fait d'équilibre, de juste milieu. Faudrait arrêter d'aller chez Ikea. Mais il faut avoir un portefeuille bien plus garni parce qu'en général, le bois de qualité vaut très très cher. Donc c'est très compliqué effectivement. Et puis alors quand on parle des antennes 5G, des câbles électriques, des relais électriques, effectivement, j'allais me dire, ils sont...
en voie d'extinction, peut-être pas, mais pareil, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux lieux touristiques? Il y a une certaine saisonnalité aussi, tu avais dit, par rapport aux élémentaux. Oui. Est-ce qu'ils sont présents davantage quand les êtres humains sont absents? Oui, parfois, c'est ce qui se passe. Hein. Parfois, ils se retirent, ils laissent les humains faire leurs affaires, et puis une fois que c'est terminé, ils reviennent. Ça, on le trouve beaucoup dans des lieux, par exemple, la forêt de Brocéliande, qui est une forêt très touristique. Ils s'arrangent en fait, ils s'arrangent autant que possible. Alors parfois ils sont en colère. Moi je me souviens à un moment donné, je faisais des sorties d'un week-end en forêt de Brocéliande. Et j'étais très gênée en fait d'amener des personnes là-bas, notamment au niveau de du Val sans retour, qui est la zone touristique à Brocéliande, parce que les fées étaient tellement en colère. C'était que de la colère pure. Et pour les personnes qui découvraient les esprits de la nature, se prendre ça dans la figure, c'est pas ce qui était le plus agréable. Mais c'est une réalité. On va parler des esprits élémentaires, air, eau, feu, terre, et en premier lieu, des sylphes. Tu dis qu'ils nous parlent par le vent, les pensées fugaces, les idées intuitives. Peux-tu nous raconter une rencontre marquante avec un sylphe? Je trouve que le sylphe, en effet, c'est souvent la rencontre la plus marquante quand les gens viennent en sortie. Parce que le sylphe, en fait, on peut lui demander de venir, donc il vient atterrir devant nous, on peut entrer à l'intérieur d'un sylphe, et une fois à l'intérieur d'un sylphe, eh bien, il nous emmène en voyage dans le cosmos. Alors le corps est un peu comme ça, le corps, il fait ce qu'il peut, il est entre la terre et le ciel, mais on a conscience, la conscience voyage et suit les enseignements du sylphe sur d'autres plans, sur d'autres mondes dans l'univers. Et en effet, c'est une expérience très, très marquante. Les ondins ou sirènes sont souvent perçus comme séducteurs et ambivalents. Comment distinguer une énergie aquatique bienveillante d'une énergie manipulatrice? Pour moi, toutes les énergies des esprits de la nature sont forcément bienveillantes. Sachant que le mot bienveillant, comment dire ? Parfois, on peut se sentir en situation inconfortable, nous les humains, je précise, parce qu'il y a deux regards. Il y a notre regard à nous en tant qu'humains, il y a leur regard. Et parfois, ça diffère. On n'a pas du tout la même interprétation de la situation. Donc, on peut se sentir dans une position inconfortable, on peut se sentir manipulé, on peut se sentir jugé, épié, plein de choses. Et nous, les humains, on a tendance un petit peu à phosphorer et puis à s'imaginer plein de choses. Et puis, voilà, suivant les personnalités. L'autre côté donc des esprits de la nature, le regard sur le monde des humains est complètement différent. Pour eux, il n'y a pas cette malveillance, ça n'existe pas. Et même quand ils se moquent de nous, alors prends par exemple les jeunes lutins qui sont à l'entrée au début des chemins, là, généralement justement sur des troncs qui ont été abattus. Donc là, vous avez un peu comme les jeunes, là, les jeunes humains, ça leur arrive aussi. Vous avez les jeunes lutins qui sont les uns à côté des autres, assis, et qui font des farces aux humains, et qui les font parfois tomber, qui les font perdre dans la nature, voilà, qui se moquent un petit peu des humains. Mais en fait, quand ils font ça, c'est pas malveillant pour eux. Ils s'amusent, ils jouent. C'est nous qui l'interprétons comme de la malveillance. Ils nous trollent. Cette expression aussi, parce que alors, les trolls et les farfadets, bien sûr, ça ne vient pas de nulle part. Oui, mais c'est pareil, c'est du jeu en fait. De leur point de vue, ils ne font pas de mal. Alors, les salamandres, ces esprits du feu, là, peuvent-elles être appelées lors de rituels ou de méditation, ou sont-elles strictement spontanées dans leurs manifestations? Non, elles peuvent être appelées d'ailleurs comme tous les autres esprits de la nature, ils peuvent tous être appelés. Les salamandres peuvent être appelées, et en effet, elles sont connues pour être les partenaires des alchimistes. La faune, le faune, autant pour moi, là aussi, on pourrait se méprendre sur le terme. Est-ce que c'est une entité associée à la sexualité libre ? On a entendu parler aussi de nature sauvage. Ou est-ce que c'est un archétype plus large de la jouissance, du sacré, de l'existence? Ça, c'est une projection humaine. C'est terrible, les projections humaines. C'est fou comme les humains se font des dégâts dans leur tête. En fait, les esprits de la nature donc, ont une vibration particulière, sachant que même les mots qu'on utilise sont très limités. Par exemple, on parle de faune, mais il y a plein de types de faune. En fait, nous, on met un seul mot sur des êtres qui pourraient être nommés de façon très différente les uns des autres. On est toujours très, très limité par les mots. C'est important de le savoir. Donc, chaque type d'esprit de la nature a une vibration qui lui est propre, un peu comme un diapason qui va sonner.
Et l'être humain va recevoir cette vibration, notamment au niveau de ses chakras, puisque les chakras sont un petit peu comme une radio à l'ancienne, hein, avec le petit bouton et le curseur qui monte et qui descend en fonction de la résonance vibratoire. Et donc, les faunes, eux, vont vibrer au niveau du deuxième chakra. Le chakra sacré, le chakra qui, pour nous, est en lien avec les organes génitaux. Donc, c'est pour ça qu'on associe le faune au désir sexuel, aux pulsions, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. C'est juste qu'il nous fait cet effet, donc on va faire cette projection-là. On a besoin de catégoriser, hein. Bah oui. On a besoin d'étiqueter. Même de se représenter. Je veux dire, il y a des illustrations dans ton ouvrage, y compris dans l'oracle, et des projections. Encore une fois, je nous renvoie au film, au livre. Oui, effectivement, il y a énormément d'archétypes qui sont projetés au jour le jour sur chacun de ces êtres, à défaut peut-être. Oui, je pense qu'à un moment donné, on limite tellement ces êtres à des personnages qu'on ne les voit même plus comment ils sont réellement. Et c'est ça que je trouve assez dommage. Et plutôt que d'aller simplement à leur rencontre avec, encore une fois, ce regard, ce cœur d'enfant pur, émerveillé, eh bien, on va avoir des projections, on va poser des choses sur ces êtres qui n'ont rien demandé d'ailleurs. Alors, c'est beaucoup plus simple, je trouve, que de partir à la rencontre et puis on se dit, je fais l'expérience et puis on verra bien ce qui arrive. Quelle différence, toi, tu perçois entre les fées des arbres, les fées des fleurs et les fées en leur royaume? Ça fait quand même des distinctions. On a quand même des catégorisations. Mais en fait, c'est ça, typique. Le mot fée. Le mot fée regroupe un nombre inconsidérable d'esprits de la nature différents. Mais par contre, tous ces êtres-là, tous ces esprits de la nature ont un point commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve sous la nomination fée. C'est que tous ces êtres vont résonner avec notre chakra du cœur et vont l'activer. On va avoir une sensation commune par rapport à tous ces êtres. Mais ils sont tous différents. En effet, les fées des fleurs, elles sont saisonnières, elles vont s'occuper du végétal, elles vont l'hiver, plonger dans les racines, après par les beaux jours remonter, s'occuper de la croissance du végétal, alors que les fées des arbres, elles vont plutôt être au sommet des arbres et s'occuper de la photosynthèse en captant les énergies solaires et cosmiques pour les transmettre à l'arbre. Les fées en leur royaume, là c'est complètement différent. On est sur des mondes parallèles, avec une structure communautaire, avec on pourrait même dire, c'est un peu comme une école, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les fées, elles passent d'une classe à l'autre jusqu'à arriver à une certaine maturité. Elles apprennent en fait l'art de la manifestation sur Terre. Et puis ensuite, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. C'est comme, en fait, une école qui vient apprendre sur la planète Terre. Donc, ça n'a rien à voir, en effet, les unes avec les autres. Le seul point commun, c'est l'activation de notre chakra du cœur. On va passer aux petits peuples et aux gardiens cachés. Qui sont les lutins? Et comment se manifestent-ils le plus souvent? Sont-ils joueurs? Ou peuvent-ils être des gardiens et faire preuve d'une certaine rigueur aussi, également? Ben oui, comme chez nous, il y a des jeunes et des moins jeunes. Les jeunes lutins font des farces, des blagues plus ou moins drôles. Et puis après, à un certain âge, ils commencent à avoir des responsabilités et notamment de s'occuper des lignes de circulation. C'est-à-dire qu'il y a comme un quadrillage sur Terre, un quadrillage de lumière qui est utilisé par les esprits de la nature pour se déplacer. Et ce sont les lutins qui en ont la responsabilité. D'accord, ils sont plus dans la logistique alors. Exactement. Mais alors, du coup, par rapport au Père Noël, par exemple, quid, qu'en est-il? Père Noël. Ben oui. Et dans ces cas-là, je crois que le plus simple, c'est d'aller directement leur demander ce qu'ils en pensent, en fait. L'expérience directe. On les a associés à Santa Claus, on les a associés à cette période de fin d'année. Oui, alors que généralement, ils sont déjà en hibernation. Tu parles d'un petit peuple souterrain. Que peux-tu nous dire sur leur organisation, leur territoire, les raisons pour lesquelles ils se rendent parfois visibles à l'humain? Alors, petits peuples souterrains, on les voit plutôt dans les grottes, évidemment, puisqu'ils sont sous terre. Ils se rendent visibles très très rarement, puisqu'il faut que nous puissions aller dans ces grottes pour les rencontrer, ce qui n'est pas toujours facile d'accès.
Et ensuite, c'est un petit peu comme un monde parallèle, hein. Ils ont leur façon de vivre. C'est un peuple, donc comme un peu un peuple autochtone. Tu parlais des peuples autochtones tout à l'heure. C'est un peu le même principe, hein. C'est un peuple avec ses codes, ses rituels, son savoir-vivre. C'est un peuple. Alors, faut savoir quand même que les peuples des esprits de la nature sont présents sur Terre bien avant l'être humain. C'est important, je pense peut-être de le rappeler, et qu'ils vivent donc sur Terre depuis beaucoup plus longtemps que nous et qu'ils ont vécu sans l'humain. Donc en fait, que l'humain soit là ou pas, bon là ça les enquiquine un petit peu parce que l'humain génère beaucoup de perturbations sur Terre, mais en dehors de ça, l'humain est une espèce animale parmi les autres. Le peuple de Samar mentionné dans tes notes est peu connu. Qui sont-ils ? Comment communiquent-ils ? S'agit-il d'un peuple parallèle, d'un prolongement d'une autre lignée ? C'est un peuple qui ressemble un petit peu au lutin ou un petit peu à Oui Oui, le petit bonhomme là, Oui Oui, avec les bonnes joues roses et le visage rond quand tout va bien. Donc c'est un peuple qui vit dans la forêt. Et qui a aussi ses occupations, notamment de médiation entre les différents êtres, donc qui se rapprochent beaucoup des nains en fait. Les gardiens de lieux, alors donc parfois représentés par des gargouilles, est-ce qu'ils veillent sur les bâtiments des êtres humains, sur les bâtiments religieux notamment, ou exclusivement sur des zones naturelles ? En fait, les gardiens des lieux, il y en a beaucoup de formes de gardiens des lieux, et les gargouilles en font partie. Alors, pareil, elles ont été diabolisées, ces fameuses gargouilles, aussi. Moi, je sais plus quoi dire. Ça n'inspire pas vraiment confiance. Elles inspirent la crainte, ce sont des protectrices, c'est normal. Je sais pas, quand on veut protéger un lieu, on met quelque chose qui impose la crainte. Dans une maison, par exemple, on va avoir un chien de garde. Généralement, le chien de garde, il inspire la crainte. Non ? Enfin, je sais pas, c'est normal. Je sais pas, je te pose la question. Mais en fait, la crainte, par rapport aux gargouilles, c'est juste une vitrine. C'est la première étape. Parce que la gargouille, heureusement, c'est autre chose. La gargouille, déjà, c'est une grande sage. La gargouille, elle est assez proche des dragons, hein, quand même, au niveau de la vibration. Et elle est la partenaire des bâtisseurs. Donc, elle va aussi avoir toutes ses connaissances en elle. Et ces connaissances, d'ailleurs, elles peuvent les enseigner à des humains qui montrent patte blanche. Et puis, elles vont garder le sacré dans le lieu, dans l'église, la cathédrale, etc. Donc, elles vont faire en sorte, en fait, que chaque fois que le sacré soit préservé, même si au niveau de l'environnement, il y a des perturbations. Comment reconnaît-on la présence active d'un gardien dans un lieu ? Est-ce qu'on peut ressentir qu'un gardien nous refuse l'accès comme ça, mais de but en blanc ? Oui. Parfois, c'est très clair, c'est va-t'en. Alors, c'est physique Oui, c'est physique. Généralement, on sent que le corps ne peut pas aller plus loin. Il est stoppé net. Et puis, on va se sentir mal à l'aise, peut-être une sensation de dévitalisation. Tout d'un coup, notre énergie, hop, file dans les chaussettes. On se sent pas bien, on a des vertiges, des maux de tête. Et ça va pas. Et donc là, on se rend bien compte qu'on n'est pas bien vu. On va passer aux esprits solaires, aux familiers, aux guides. Qui sont les enfants du soleil ? C'est encore un peuple et qui s'est fait appeler comme ça quand je l'ai interviewé. Et c'est un peuple qui vit dans la roche. Et là, c'était dans un désert en Espagne, donc avec beaucoup, beaucoup de soleil. Et voilà, donc une roche qui est baignée de soleil toute l'année. Et donc ces esprits qui vivent à l'intérieur sont naturellement liés à cet astre, le soleil. Est-ce qu'ils sont accessibles à tous ? Oui, en fait, ils sont tous accessibles. Il suffit de demander cette rencontre. Donc d'aller dans un lieu tout simplement et de dire voilà, j'aimerais rencontrer les esprits de la nature présents. Je vous invite par exemple à venir devant moi pour que nous puissions converser ensemble. Si nous avons des offrandes, c'est toujours mieux, hein, parce que quand on va quelque part, c'est toujours plus agréable de donner quelque chose en signe de bonne volonté aussi, en signe d'amitié. Et les esprits de la nature sont tellement heureux de rencontrer des humains qui vont tout faire pour venir et prendre un temps de partage, de communication, de joie. C'est très naturel en fait. Tout ça peut être très très naturel. Ça nous paraît peut-être extraordinaire parce que nous avons juste oublié. C'est une question de mémoire, c'est tout. Mais en fait, c'est simple et naturel.
As-tu déjà, toi, été en contact avec un familier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, les familiers se trouvent plus dans les maisons, dans les maisons anciennes et construites en matériaux naturels. Ce sont des êtres qui, naturellement, dans les rituels anciens, étaient appelés au moment de la crémaillère parce que ces familiers ont un rôle à part entière dans les maisons. Alors que ce soit pour la garde des animaux, pour tout ce qui est de l'ordre du cellier, garder les aliments. Parfois aussi, et là on le retrouve beaucoup dans la tradition écossaise ou irlandaise, pour faire du whisky. Ils ont les bonnes recettes pour faire du whisky, mais ça peut être aussi du vin, pourquoi pas, ou de la bière. Il y a aussi vraiment des familles qui sont associées à la fabrication de ce genre de breuvage. Des familles, il y en a beaucoup en fait, dans toutes les fonctions de la maison. Et tous ces êtres, naturellement, quand la maison est donc construite en matériaux naturels, c'est important ce côté matériau naturel, c'est parce que ça va vibrer d'une certaine façon qui va permettre aux esprits de pouvoir s'installer. Et donc, quand tout va bien, eh bien, chacun prend sa place et la maison tourne. Les maisons, les appartements ont des esprits aussi, visiblement. C'est ce que j'ai pu suivre dans ta formation. Oui, exactement. Il peut y avoir des esprits à la maison. Déjà, ne serait-ce que les plantes. On va commencer tout simple. Alors, je corrige, parce qu'il peut y avoir des esprits, effectivement, qui sont sur place. Des esprits errants, notamment. C'était pas tant ça. La maison en soi possède un esprit? Oui, exactement. Bien entendu, il y a une conscience qui englobe la maison. Tout à fait. Et là, pareil, on peut aller à sa rencontre simplement en le demandant et en allant chercher sa paroi vibratoire avec les mains. Généralement, c'est une émanation qui sort du mur. Et là, on peut entrer en communication. Alors, je l'avais déjà dit une fois, mais moi, je suis né dans le 93. Quid des environnements urbains? C'est une bonne question. D'où l'importance de faire l'expérience directe. On va sur place, on fait la demande et on voit ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura en effet quelque chose, une sensation au niveau des mains. Peut-être qu'il n'y aura rien. Là, je ne sais pas. C'est vraiment à vivre. Parce que l'esprit du bâtiment, du bloc dans lequel ma grand-mère m'avait laissé quelque temps quand j'étais un petit peu trop nerveux suite à une maladie des oreilles, je me demande quel esprit était sur place avec les vendeurs de crack Bon, bref. Je suis d'accord, j'ai grandi aussi en cité et dans les immeubles où je vivais, il n'y avait pas d'esprit. En tout cas, pas l'esprit du bâtiment. Ouais, parce qu'en plus, c'est ultra bétonné, il n'y a plus de nature. Non, il n'y a plus rien. Ou une nature artificielle. Et puis les matériaux utilisés sont morts. Et oui. Est-ce qu'il est possible qu'un esprit nous accompagne pendant toute une vie? Et dans ce cas, est-ce un contrat d'âme, un pacte ou un choix évolutif? En effet, il peut y avoir des contrats d'âme avec, plus ou moins une contrepartie. Tu parles de partenariat, je crois, c'est ça? Oui, il peut y avoir... Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y aura des contrats d'âme, c'est-à-dire des esprits qui sont toujours associés à notre âme, c'est-à-dire qu'on va s'incarner dans ce corps humain en ayant un lien et un esprit, ou même plusieurs esprits, accrochés à ce lien. Parce que c'est au niveau de l'âme que ça vient se caler. Et c'est une expérience qui peut se renouveler. Ça peut être cette vie-ci, mais la vie précédente, la vie d'avant, etc. Puisque c'est au niveau de l'âme. Ça suit les pérégrinations de l'âme. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, quand c'est comme ça, il faut voir un petit peu ce qui a été posé au départ en termes de contrat. Et ça peut être, soutenant ou au contraire, contraignant, suivant ce qui a été posé. À voir. Après, le partenariat qu'on peut avoir dans cette vie-ci, je dirais que c'est plus simple, d'une certaine manière, puisque déjà, il n'y a pas de contrat. C'est une amitié qui est libre, et chacun donc est libre de retourner à ses occupations quand il en a envie. C'est quand même beaucoup plus souple. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire de rencontre directe avec un esprit guide, familier ou non, ou autre, qui a changé ta manière de voir le monde? On va dire la lavande, peut-être, l'esprit de la lavande. On va dire qu'il y a deux choses différentes. La première, je dirais que c'est l'esprit de la lavande, donc qui est dans le livre. Et en interview, pourquoi cet esprit de la lavande spécifiquement? Parce qu'en fait, lorsque donc j'ai fait cette interview, comme d'habitude, donc je suis arrivée avec mon enregistreur, mon appareil photo, tac, 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 je me suis installée très bien face à cette lavande. J'ai commencé à poser les choses.
lui demander qu'est-ce qui lui ferait plaisir en termes d'offrande. Et là, elle a choisi un magnifique cristal en forme de sceau de Salomon, mais taillé diamant. Donc, un cristal quand même assez conséquent. Hein. Et donc, bon, très bien, parce que normalement, en fait, je pose l'offrande et l'esprit se nourrit de son énergie. Et une fois que c'est fait, je récupère l'objet pour le nettoyer si besoin, mais en tout cas pour le redynamiser. Et donc là, je pose ce cristal sur une branche de cette lavande et je commence l'interview. Et là, tout d'un moment, le cristal a disparu. Plus de cristal. Et donc au début, j'ai cru que j'avais une sorte d'hallucination. Je me suis dit non, Loane, là, c'est pas possible. J'ai commencé à farfouiller partout, au pied de la lavande, à remuer les herbes, parce que je me disais non, il a juste dû tomber, il y a un coup de vent ou je sais pas quoi, mais enfin bon, c'est pas possible. Et puis j'ai continué à chercher, et non. J'y suis retournée le lendemain et toujours pas. La lavande a pris le cristal. Elle a dit ok, c'est une offrande, je prends l'offrande. Bah effectivement, c'est la question que je me posais. Tu ramènes énormément de pierres, d'élixirs, comme on le disait, des bâtonnets d'encens, des bougies, mais tu les reprends après, oui, en repartant. Oui, toujours. Bah, déjà, tout ce qui est bougie, encens, on ne laisse pas dans la nature, hein, pour des raisons de sécurité. Et ensuite, tout ce qui est pierre, on les reprend pour les revitaliser et qui servent ensuite d'offrande pour d'autres êtres, parce que l'esprit de la nature va se nourrir de la vibration, en tout cas en théorie, parce que comme depuis cette histoire de... Ah bah là, tu as eu affaire à une matérialiste, à une chapardeuse. Tout est possible. Après, si on connaît le lieu et on sait que personne n'ira chipper, parce qu'en fait, le problème souvent, il est là. C'est-à-dire que si on laisse des pierres au pied d'un arbre, il risque tout simplement qu'il y ait des humains qui viennent et qui viennent prendre les pierres. Donc, voilà. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, on évite de les laisser juste à cause de ça. Maintenant, si c'est un lieu personnel, dans notre jardin, où on sait que personne n'y mettra les pieds et les offrandes seront respectées, alors là, on peut les laisser sans problème. Alors là, je vais parler des licornes, et pas des startups, mais des licornes, vraiment. Elles sont parfois, voire souvent ridiculisées, disons les termes. Oui. Quelle est la vérité vibratoire derrière cette image idéalisée ? Existe-t-il des formes de communication directe avec elle ? On avait Cyril qui en avait parlé dans Il était une fois le monde, en nous disant que dans les mythes et légendes anciennes, la licorne n'était pas si sympathique que ça. Elle était représentée d'une manière beaucoup plus guerrière que l'on voudrait bien croire. Ouais, la licorne, c'est c'est fonce, c'est déchire les voiles de l'illusion. C'est vraiment ça, hein. C'est pas du tout petits arcs-en-ciel et petits cœurs dans tous les sens, hein. Ah non, une énergie qui est très droite et qui tranche. Quand on est avec une licorne et quand on a la guidance, par exemple, d'une licorne dans sa vie, elle va pas faire de détails, hein. C'est ah oui, elle fonce tout droit devant. Et voilà, on atteint l'objectif et on y va. Même si on peut être secoué. Allez, on revient à Pan. Ce personnage, cette représentation controversée. Dans tes perceptions, qui est réellement Pan ? Un esprit libre, un gardien de la nature sauvage, un dieu oublié ? Moi, je pense qu'on pourrait dire une forme de dieu. En effet, j'aime bien cette notion-là si on reprend la tradition animiste. C'est Cernunnos. Oui, Cernunnos, exactement. Sachant que c'est encore une représentation par rapport à la réalité de l'être. La présence de Pan, concrètement, est insupportable. À chaque fois que j'ai pu le rencontrer, donc généralement dans des coins de forêt très vierges, très protégés, donc déjà il faut pouvoir y accéder, c'est pas toujours évident. Et lorsque j'ai approché Pan, donc d'abord ça commence par un mot de tête. Ça c'est signifié tout de suite, l'impression d'avoir la tête comprimée dans un étau. Donc là déjà il y a la question qui est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Parce que bon voilà c'est quand même assez fort, déstabilisant. Donc là je demande toujours évidemment l'autorisation de continuer ou pas. Si j'ai l'autorisation, je continue. Généralement, ce qui se passe, c'est que le mal de tête s'intensifie de plus en plus. Donc, il faut aller au-delà du mal de tête. Il y a une forme de pression aussi au niveau du corps, une sorte de tension.
En fait, c'est vraiment très puissant comme présence et déstabilisant. Et on peut pas l'approcher. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à l'approcher de très près. À chaque fois, j'ai dû rester à une distance, je dirais, au moins de 10 mètres. Hein. Au moins, parfois 15-20 mètres. Parce que c'est trop puissant, en fait. Parce que j'ai l'impression que je vais imploser. Donc, c'est pour ça que, voilà, entre ce qu'on s'imagine, les représentations dans les livres, etc., et puis la réalité du terrain, il y a quand même une grosse différence. D'où viennent, selon toi, ces déformations culturelles, alors, autour de Pan? Je pense, en effet, comme je l'ai déjà dit, c'est une forme de discrédit pour moi. Une forme de discrédit de la tradition animiste qui devait être dégagée pour être remplacée par autre chose. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Parce que Cernunnos, en effet, lui, n'est pas du tout discrédité pour le coup. Hein. C'est un être créateur, c'est un être essentiel à la vie. Oui, dans les croyances païennes, oui. Mais d'ailleurs, tu parles d'un Pan protecteur, presque joyeux, joueur. Est-ce que c'est compatible un petit peu avec la rencontre que tu as eue? Oui, en fait, il a cette présence qui est très puissante. Et pour nous, êtres humains, c'est difficile de rester à côté. Mais pour autant, comment dire, il n'est pas responsable de sa présence et sa puissance de présence ne veut pas dire qu'il est de mauvaise humeur, par exemple, ou en colère. C'est juste une puissance. Après, évidemment, il y a sa personnalité, et il y a sa joie, sa capacité à créer et à jouer avec les éléments. Il y a autre chose. On vous renvoie tout de suite sur la formation de Loan Miège parce qu'on a un cadeau, bien entendu. C'est une émission en partenariat avec les formations Très Daniel. Vous bénéficiez donc de 30% de réduction immédiate sur la formation Les Esprits de la Nature de Loan avec le code GARDIEN. On met toutes les informations dans la description pour ceux qui nous suivent sur les plateformes de podcast. Bien entendu, l'offre est valable jusqu'au 3 mars 2026, donc il faut en profiter le plus rapidement possible. La formation dispose de 8 longs chapitres avec un bonus en prime. On parlera ici de découvrir les esprits de la nature, de se préparer à leur rencontre. Sont évoquées également les bases de communication, des exemples concrets lors de balades en forêt où on peut apercevoir Loan nous parler en direct de ce qu'elle peut faire avec son mari sur place. On en a un petit peu aussi parlé pendant l'émission. On a eu le droit à quelques anecdotes. Elle parle aussi également de la cohabitation, de la reliance avec l'esprit de la terre, la co-création et l'œuvre en commun. Et pour finir sur un chapitre sur l'unité. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, et là c'est le cadeau en supplément, à participer au jeu concours gratuit. Donc on remercie encore une fois Fabienne et les formations Très Daniel. On vous offre 3 formations gratuites à choisir sur tout le catalogue Très Daniel. Donc rendez-vous sur le site trédaniel-formation.com et là vous pourrez gagner 20 ouvrages de Loan Miège à la rencontre des esprits de la nature, manuel pratique à l'usage de tous aux éditions Exergue. Alors l'ouvrage est magnifique, hein, très sincèrement. Je l'ai lu et je me suis régalé. Je trouve qu'il est magnifiquement illustré aussi. J'ajouterai aussi que pour valider votre participation au jeu, je vous demanderai d'inscrire au sein des commentaires de la vidéo sur YouTube quel élémentaire qui vous parle et ou qui vous intrigue le plus. Toutes les informations, encore une fois, vous les retrouvez en haut, en dessous, un peu partout sur le site amdessine.com aussi, dans l'onglet atelier, formation. On en revient au sens, au discernement et à l'écologie sacrée. Tu dis qu'un esprit peut nous parler à travers une sensation, une image intérieure, un symbole naturel. Comment enseignes-tu, toi, à différencier le vrai signe de la simple projection mentale? Quand c'est mental, c'est pas une sensation, déjà pour commencer. Quand c'est mental, c'est quelque chose qui se passe uniquement dans la tête. Une sensation, là on va être dans le corps, on n'est pas dans la tête. Donc dans le corps, en effet, on peut avoir des émotions, déjà pour commencer, mais on peut aussi avoir des ressentis, que ce soit des petits frissons, courant frais, de la chaleur, ou bien même au niveau des mains, puisque nos mains sont quand même très sensibles, on peut avoir des sensations de picotement, de chaud, de froid, de pression. Donc là, c'est concret en fait, c'est très concret. Alors c'est une question quasi rhétorique qui va suivre. J'ai déjà eu la réponse, mais je te la pose quand même. Quels sont les dangers qui guettent une personne qui entre en contact sans préparation avec les esprits de la nature? Est-ce qu'on peut être influencé à notre insu? Oui, influencé dans le bon sens.
pas forcément le sens négatif, hein. Influencer, c'est au sens large. Donc oui, un esprit de la nature peut remonter le moral, apporter du rire, de la joie, de la fantaisie dans la vie. D'accord, donc aucun risque, grosso modo. Non, il n'y a aucun risque. Non. Alors par contre, la seule chose qui est importante, en effet, c'est de faire la distinction entre un esprit de la nature et une entité malveillante. C'est plutôt à ce niveau-là que ça va se jouer. Ben oui, parce qu'on peut, oui. Alors, les entités malveillantes en forêt... Il y en a plein. Tu as déjà dû être confronté à l'une d'entre elles, j'imagine. Oh, plein. Beaucoup. C'est l'histoire d'une vie. Oui. Tu les identifies pas comme des élémentaux? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes plans de conscience. Ces entités malveillantes font partie de ce qu'on appelle le bas astral. Alors l'astral est large, hein. Il y a le haut astral, le milieu astral et le bas astral. Je dirais que les esprits de la nature font partie du milieu astral. Ce qu'on appelle les guides, êtres de lumière, etc., le haut astral. Et le bas astral, eh bien, ce sont ces entités malveillantes qui nous enquiquinent, mais souvent elles nous enquiquinent parce qu'elles ont des mœurs assez primaires, assez basiques, comme du vampirisme par exemple, ou de la manipulation. Mais généralement, la manipulation, elle a des fins quand même assez basiques, hein. Généralement, c'est pour se nourrir. Est-ce qu'il y a des interactions justement entre ces entités du bas astral et les élémentaux qui sont eux dans le milieu astral? Parfois, oui. Parfois. Parce que ces entités font baisser le taux vibratoire, ce qui dérange l'esprit de la nature. Comment on pourrait établir une écologie intérieure dans sa relation aux esprits? Éviter d'exiger, d'arracher, de voler leur présence, d'insister peut-être aussi pour qu'ils apparaissent. À l'heure actuelle, je dirais plus que les esprits de la nature sont en demande de contact avec les êtres humains. Ah. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que les êtres humains, justement, prennent une direction très technologique, coupés même parfois de la nature, et ils aimeraient bien que les humains se rappellent qu'ils appartiennent eux aussi à la nature. Alors là, bon, on a déjà eu la réponse, hein. Je me demandais si un esprit t'avait déjà refusé l'accès ou t'avait interrompu lors d'une communication. Oui, on sait, déjà d'emblée, tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce que cela signifie en général? Qu'est-ce que ce nom veut dire? C'est très variable en fait. Il peut y avoir plein de raisons à ce nom. Parfois, il y a un nom parce que tout simplement, on n'est pas aligné, on n'est pas dans le cœur, on les dérange plus qu'autre chose. Voilà, donc c'est le nom va-t'en. Parfois, c'est parce que eux, justement, sont dans une situation qui ne permet pas à ce que les humains rentrent en communication avec eux, comme on l'a vu avec le royaume de fées. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? En fait, il y a un peu comme, je dirais, c'est un petit peu comme quand nous sommes à la maison, que quelqu'un frappe à la porte. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Et ce non, en effet, peut se décliner de différentes façons en fonction de qui on a derrière la porte et puis en fonction de nous, notre état d'être. Est-ce que tu parlais de ce manque d'interaction qu'ils ont, ils sont dans la recherche de communication avec nous. Donc, si vous pouvez communiquer avec eux davantage, ça leur ferait plaisir. Mais encore faut-il avoir le bon état d'esprit. J'imagine que 90% de la population serait dans la moquerie, la raillerie, le scepticisme. Alors non, justement, c'est là où on se trompe. Déjà, 90% de la population, où ça? En Occident? Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a 90% de la planète qui est animiste. Donc 90% de la population de la planète, il n'y a pas de problème avec les esprits de la nature. C'est l'Occident qui pose un problème. Et encore dans les pays nordiques, ils sont plus ouverts. En Islande, il y a plus de 70% de la population qui croit aux esprits de la nature. Donc en fait, c'est pas tant que ça. Je crois que c'est surtout cette civilisation occidentale, matérialiste, qui a mis ces esprits de la nature de côté. Mais heureusement, cette population-là, elle est quand même pas majoritaire sur Terre, déjà pour commencer. Et de plus en plus, cette population, je dirais, est en souffrance d'être coupée comme ça de la nature et de ses racines. Et il y a un grand retour vers la nature. Il y a une demande, il y a une soif, il y a une faim immense pour retrouver ces connexions-là. Et on le voit notamment avec la grande mode de ce qu'on appelle le chamanisme, où les gens vont faire énormément d'expériences dans ce domaine, parce qu'il y a ce truc à l'intérieur là qui a faim de nature, qui a faim de racines, qui a besoin de retrouver ça. Tu parles de l'Occident, l'industrie Disney a fait du mal aux élémentaux, de par la vulgarisation à outrance peut-être, de leur représentation.
Oui, en fait, tout dépend comment c'est représenté, parce que c'est assez variable, en fait. Parfois, c'est représenté de manière très bon enfant, sympathique, et qui donne plutôt envie. Euh, voilà, c'est plutôt agréable. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas? Là où ça pose plus de problème, c'est quand ça crée une image qui est très négative et qui coupe finalement, là pour le coup, l'enfant de ces mondes-là. C'est là où c'est plus dommageable. Au niveau de la symbolique des rituels et des messages actuels, est-ce que toi tu utilises le pendule pour valider une présence ou affiner une perception? J'ai vu que tu utilisais des baguettes lors de la formation. Oui, alors j'utilise beaucoup les baguettes parce que pour le spectateur, c'est très C'est visuel, significatif, ça s'ouvre exactement, et ça c'est se ferme. visuel. Et c'est beaucoup plus intéressant que si j'utilisais uniquement mes perceptions qui, elles, ne sont pas visuelles à l'écran, elles ne sont pas intéressantes. Là, au moins, avec les baguettes, c'est clair pour tout le monde. Hmm. Mais Le sinon, pendule aussi également. le pendule aussi, en effet, là, on a vraiment un mouvement d'un objet dans l'espace, donc c'est très, très clair. Après, d'un point de vue en dehors des démonstrations, j'utilise ni le pendule, ni les baguettes. J'ai pas besoin de ça. J'utilise mes capacités et voilà, ça me suffit largement. Est-ce que tu as observé une fatigue chez certains esprits face à la sursollicitation humaine, Oui. ritualisation excessive? Est-ce que éventuellement le tourisme énergétique aussi, on parlait du chamanisme, mais ça devient une industrie hein, dans certains endroits, ça peut venir porter préjudice Oui. à ces esprits de la nature? Alors, je pense que la première fois vraiment où j'en ai pris conscience, c'était en Islande. Parce que l'Islande donc, est une terre d'esprit de la nature avec des éléments d'une puissance incroyable. Et donc, la première fois que j'ai emmené un groupe là-bas, j'ai été étonnée parce qu'au lieu de demander, comme c'est le cas en France, plus de contact avec les humains, les esprits nous demandaient de créer des protections pour les séparer des humains. Parce qu'il y a un tel tourisme qui est arrivé très rapidement, qui n'ont pas pu en fait s'adapter, ils se prennent toutes ces vibrations dans la figure et pour eux c'est très très perturbant. Donc voilà, par exemple ça c'est quelque chose que j'ai pu voir de manière très très claire en Islande. Après évidemment la question qui vient c'est l'intention. Pourquoi est-ce qu'on souhaite rencontrer les esprits de la nature? Pourquoi est-ce qu'on souhaite se reconnecter? Est-ce que ça vient encore une fois du cœur? Est-ce que ça vient d'un ennui? On s'ennuie dans la vie, donc allez hop, on va faire une distraction de plus, on va consommer, parce qu'il y a beaucoup lors de la consommation. Hein. Malheureusement, il y a aussi ça hein, dans le milieu, je dirais, des expériences énergétiques. À un moment donné, il y a aussi cette idée de consommer un peu les stages pour pallier à l'ennui, pour pallier à, je sais pas, à de la solitude, etc. Donc là, on n'est pas vraiment dans le cœur. Et ça peut être désagréable, mais en même temps, faut se mettre à leur place. Je pense que si on transpose ça par rapport à nous-mêmes, on comprend très bien que si des gens viennent nous voir parce qu'ils s'ennuient chez eux ou qu'ils se sentent seuls, c'est pas forcément agréable. On va parler de bouche-trou. Là, ça fait un peu ça, quoi. Ça fait un peu bouche-trou, donc ça va pas. Non, mais c'est logique, en fait. Faut juste se mettre à leur place. Après, ben oui, les humains font leurs expériences. Ils sont parfois maladroits. Ils sont souvent un petit peu comme des enfants, en fait. Hein. Ils manquent de maturité. Ouais. Les esprits de la nature sont très patients et voilà, ils savent aussi que l'humain est en cours d'évolution et que même si c'est comme ça aujourd'hui, ça va évoluer. Comment les esprits de la nature voient-ils nos modes de vie modernes? Écran, vitesse, béton, connexion, virtualisation? Pour eux, c'est une catastrophe, hein, c'est clair. De toute façon, c'est contre nature. Donc, à partir du moment où c'est contre nature, c'est artificiel, c'est pas bon pour eux. Hein. Et que l'humain a une tête baissée là-dedans, c'est pas bon non plus parce que ce qui se passe quand l'humain est déconnecté de la nature, il est déconnecté de ses racines, il est déconnecté de ses communautés. Donc c'est un humain finalement qui est de plus en plus individualiste, de plus en plus dans la satisfaction personnelle et dans la consommation. Donc voilà, c'est pas intéressant. Tu précises à un moment dans la formation, je crois que c'est en conclusion, que l'humanité pourrait péricliter par rapport à cette déconnexion avec la nature. Ben oui. L'humain est un animal comme les autres. Il fait partie de la nature. Donc, un animal que l'on met en dehors de son milieu
on va dire, son milieu d'origine, son milieu essentiel, forcément, à un moment donné, se détériore pour péricliter au fur et à mesure, sur 1, 2, 3, plusieurs générations. C'est assez évident, en fait. Si l'on veut continuer à vivre sur Terre, il paraît logique d'être en accord avec cette Terre, et donc avec ses créations. Et la création de la Terre, c'est quoi? C'est la nature. On se retrouve tels des animaux en cage, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, en cage, dans des boîtes, coupées de tout. Oui, c'est ça. Conditionnés, domestiqués. Quel rituel personnel, toi, te permet de te relier à eux chaque jour, même en ville, même dans le tumulte, même dans les embouteillages ou sur le périphérique? Dans le périphérique. On est curieux, Loane. Alors, sur le périphérique, qu'est-ce qu'il nous reste comme esprit de la nature? Les sylphes, par exemple, hein, parce que c'est l'air, et l'air est partout, donc c'est quand même bien pratique. Et encore qu'avec la pollution actuelle. Ouais, ils vont réfléchir à 2 fois avant de venir. C'est vrai que la question se pose parce qu'on a très très peu d'endroits urbains qui sont désormais, on le disait en début d'émission, qui disposent d'une nature, on va dire, convenable. Les milieux ruraux sont désertés. Bon, encore que c'est en train de se revitaliser maintenant parce que la mode est revenue, la connexion à un certain espace, à la respiration, à la nature, etc. Mais la plupart des jeunes veulent tous s'agglutiner dans les mêmes endroits, dans les mêmes métropoles, dans les mêmes mégalopoles. Tout le monde est au même endroit. Ouais. Comment on peut écouter ton discours, tes expériences, effectivement, vivre dans ce genre d'endroit? Est-ce qu'on a, je reviens à la question principale, des rituels qui peuvent nous relier à eux chaque jour? Quelque chose de tout simple, c'est d'avoir une plante et de communiquer avec une plante à la maison, par exemple. Je pense que tout le monde, plus ou moins, a une plante à la maison. Donc c'est un bon moyen pour commencer à retrouver cette nature, même si elle est en pot, elle est quand même là, elle est quand même présente. Ensuite, bien entendu, on peut faire des méditations guidées, on peut faire des projections de conscience, ce genre de choses. Mais ce qui équivaut en fait un petit peu à fuir le milieu dans lequel on est pour aller virtuellement toucher d'autres espaces plus naturels. Ça peut être un moyen, même si c'est quand même très limité finalement, puisque ça reste virtuel. Je pense que le mieux, en effet, c'est d'avoir son petit espace de nature à la maison, que ce soit avec des plantes, avec des minéraux, des cristaux, avec, pourquoi pas des animaux aussi, d'avoir son petit espace naturel, mais réellement naturel, pas que virtuel, concrètement. Le must serait d'aller dans la nature, dans des endroits où il y a énormément de très boisés. Oui, mais même avec un petit balcon, avec une fenêtre qui est bien exposée, on peut créer un espace naturel à la maison. C'est à la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas de mettre une forêt dans la maison, mais déjà quelques plantes, aménager un petit coin, comme un petit coin sacré, un petit coin refuge, ça peut être chouette. Et puis, pourquoi pas mettre une photo aussi? Une photo, c'est une porte vers un autre monde, dans les 2 sens d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller dans ce monde, mais ce monde-là peut aussi venir vers nous. Il y a des photos, des lieux qui nous inspirent. Mettons une photo, même plusieurs, pour créer cet espace, ce petit sanctuaire à la maison. En quoi est-ce aujourd'hui urgent de reconnecter avec les esprits de la nature et que risquons-nous si on les oublie? Qu'est-ce qu'on risque si on les oublie? Nous sommes complètement dépendants des esprits de la nature comme nous sommes dépendants des abeilles. C'est du même niveau en fait. Plus d'abeilles, plus de vie. Puis esprit de la nature, plus de vie. Est-ce que toi, tu as déjà été témoin d'un événement physique ou visible provoqué par un esprit que d'autres ont pu constater avec toi? Alors, on exclut le cas de la lavande. D'autres parce que tu étais toute seule, visiblement. Ça compte pas. On veut des gens qui corroborent l'information. Alors, des gens qui corroborent l'information. En groupe, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences plutôt fascinantes, inexplicables? Tiens, si par exemple, allez, c'était le voyage, c'était un voyage en Islande, justement, et dans ce voyage en Islande, il y avait des personnes, une participante qui avait des gros problèmes de santé, notamment des jambes très très enflées. Et elle m'a dit, écoute, je crois que je pourrais pas faire les sorties parce que là, mon état de santé ne me permet pas. J'ai vraiment des gros soucis de circulation. C'est ok. Bon, viens quand même aujourd'hui et puis
et puis on verra bien. Et puis donc cette personne, on était dans un très très beau, très bel endroit, un canyon émeraude recouvert de mousse, avec des esprits très beaux, très guérisseurs justement. Et l'objet de cette sortie, c'était aussi de créer un élixir personnalisé, concocté en co-création avec les esprits de la nature. Donc ce qu'elle a fait. Et là, elle a eu la grande surprise de dégonfler complètement au niveau des jambes et elle trottait comme un lapin. Et c'est quelque chose que je retrouve souvent. J'ai eu une sortie aussi pareille où alors là, c'était dans le massif des écrins. C'était un petit peu costaud pour le coup parce qu'il y avait au moins 13 km à faire à pied, puis ça montait, ça descendait, enfin là c'était un peu physique quand même. Et donc il y a une dame âgée qui arrive et qui me dit non, moi j'ai une prothèse à la hanche, je pourrais pas le faire, je vais rester dans la voiture, donc je vais faire juste le début, puis après hop, je reviens dans la voiture et puis je vous attends, hein, puis on fera un petit coucou à la fin de la journée. Je dis ouais, c'est ça, allez viens. Et puis là, d'un coup il y a eu des lutins qui sont apparus, qui l'ont prise en main, mais vraiment l'ont prise en main, et contre toute attente, elle sentait plus du tout ses jambes, et elle a fait les 13 km avec les montées, les descentes, dans le massif des écrins, à fond la caisse, avec tout le monde, et ça s'est très bien passé, et à la fin de la journée, elle m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, même c'est du lutin, c'est pas possible. Quand je dis qu'ils ont envie de communiquer avec les humains et qu'ils font tout pour nous faciliter les choses, voilà, ça c'est un exemple typique. Mais justement, au niveau de ces communications, est-ce que toi, tu peux nous raconter une transmission forte reçue d'un esprit qui t'a bouleversé personnellement? Oui, je dirais que c'était en Australie, parce qu'ils sont partout, faut pas le croire, mais il y a juste la représentation humaine, la façon dont on les perçoit et on les retranscrit qui change, mais ils sont partout. Et donc j'étais en Australie et là pour le coup je pensais vraiment être en vacances et et je passe sur la route, c'était pas du tout prévu mais c'était comme ça sur la route, j'avais même pas vu sur la carte que c'était là. Je passe en fait au milieu d'une mine de charbon et les extractions de minerais en Australie, je ne sais pas si tu vois ce que ça donne, mais c'est extrêmement impressionnant. Les machines font la taille d'une maison, c'est gigantesque. Et la terre est vraiment lacérée. Et donc, je passe le plus vite possible, parce que c'était évidemment très inconfortable, pour aller au bord d'un lac déjeuner tranquillement. Et là, les esprits arrivent et ils disent non, qu'est-ce que tu fais là? Demi-tour. Nous aussi, on va être interviewés pour le livre, mais on va être interviewés sur place. Donc, on retourne à la mine de charbon, on y va, et là, on a un message à te donner. Donc, j'ai pas eu le choix, j'ai pris la voiture, demi-tour. Et évidemment, le message n'était pas drôle. C'était des esprits donc qui vivent dans la première couche terrestre, qui étaient extrêmement dérangés par les machines qui venaient complètement détruire leur habitat et qui étaient en une grande souffrance, vraiment très très grande souffrance. Et même il y avait un sentiment d'impuissance aussi qui était énorme face à ces machines complètement démesurées. Cette extraction qui est de l'ordre industriel, en fait, on ne peut rien faire pour les aider. Et même s'ils demandent de l'aide, on ne peut rien faire. Et ce sentiment d'impuissance, c'est quelque chose que je retrouve malheureusement assez souvent et qui est bouleversant. On parlait du peuple de Samar aussi tout à l'heure. C'est un peuple donc que j'ai rencontré en Allemagne et qui était perturbé par des antennes de téléphonie au point qu'il devenait complètement plus rien en fait, désilité complètement. Et pareil, ils m'ont dit mais aide-moi, aide-nous. Mais moi je dis mais moi qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire malheureusement, à part prendre votre témoignage et le mettre dans un livre pour tenter de sensibiliser les humains à votre sort. Je ne peux malheureusement rien faire d'autre. Donc voilà, le côté bouleversé souvent est souvent lié à un sentiment d'impuissance. Je ne peux pas malheureusement faire grand-chose pour les aider. La seule chose que j'ai pu faire, en fait, à un moment donné, c'était d'acheter un lieu dans la nature, complètement isolé, et de proposer aux esprits de la nature qui étaient en errance
toujours en accord avec les esprits évidemment déjà présents sur le lieu, de venir s'installer dans un lieu justement qui est complètement préservé, où l'humain ne va pas les enquiquiner, et voilà, où ils vont pouvoir retrouver un semblant de vie normale. C'est la seule chose en fait que j'ai pu faire, et je pense que si justement voilà, il y a des personnes qui nous écoutent, vraiment je les invite à faire la même chose. Si vous avez un bout de jardin, si vous avez un espace, un champ, ce que vous avez, qui a la possibilité d'accueillir des esprits de la nature, mais lancez cet appel. Pour lancer cet appel, c'est très simple, ça se fait avec le cœur, avec juste l'intention, et de dire, ben voilà, esprit de la nature, vous êtes les bienvenus chez moi, vous pouvez vous y installer, et vous serez là en sécurité, il n'y aura personne pour vous déranger. Je crois que voilà, c'est la seule chose aujourd'hui qu'on puisse faire pour les aider. C'est une parfaite transition avec une des dernières questions que j'allais te poser. Si tu devais écrire une charte d'alliance entre humain et esprit, que contiendrait-elle ? La première chose, c'est évident, c'est le lien d'amitié en fait. Tout est basé sur l'amitié. C'est une relation qui ne doit être basée que sur l'amitié, sur le cœur, sur le partage. C'est juste ça. Du partage, c'est voilà, c'est vivre ensemble en harmonie. La reconnaissance aussi peut-être, surtout en Occident, comme on le disait initialement. Oui. Alors oui, la reconnaissance, mais oui, la reconnaissance. Alors la reconnaissance, ça peut. Alors là, pour le coup, ça amène beaucoup de choses en fait, le mot reconnaissance. Hein. C'est-à-dire, ça peut être aussi reconnaissance d'un point de vue sociétal. Comme on le voit par exemple en Islande, il y a quelques années là cette histoire qui a un peu défrayé la chronique où les travaux d'une route ont été arrêtés parce que cette route passait sur un royaume elfique, et les Islandais ont préféré stopper les travaux en disant bah non, si on continue et que les elfes ne sont pas contents, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des machines qui explosent, que des problèmes. Donc on préfère faire appel à une médium, discuter, trouver un terrain commun, que les choses se passent bien, et ensuite on dévie la route et c'est ok. On en est loin. On parle là ici, non mais c'est important. On parle de considération politique. Oui, mais complètement, on en est là en fait, et c'est à tous les niveaux. Au niveau de la nature. On en est loin en France, on est d'accord. Oui, on en est très loin. On est à 1000 lieues de ça. En France, on considère ça avec... on considère pas du tout ça, en fait, finalement. On n'en a strictement rien à faire. Et on peut finir à l'hôpital psychiatrique, à défaut, si on en parle de manière trop ouverte, ou si on veut inclure ça encore dans une profession de foi pour 2027, par exemple. On en rigole, mais c'est triste. Oui, effectivement, ce parallèle, ce décalage, cette dichotomie entre notre pays et certains pays nordiques, ou encore avec des cultures ancestrales exactement. On va le retrouver en Amérique aussi. du Sud. Exactement. Oui. On va retrouver aussi la même chose chez les peuples autochtones qui ont ce lien très fort avec la nature et ses esprits, et qui vont défendre cette cause-là. Et pour eux, c'est complètement naturel, ça va de soi, il n'y a même pas besoin de justifier quoi que ce soit. On espère que ça ira de mieux en mieux, mais effectivement, les prises de conscience, le nouveau paradigme arrive, on y croit, même si on passera par un chaos généralisé et orchestré. Et bon, on est en train d'en subir les affres actuellement. On va conclure. Quel message les esprits de la nature te demandent aujourd'hui de transmettre à ceux qui nous écoutent avec le cœur ouvert, là, aujourd'hui, ce soir ? Ce qui me vient spontanément, c'est d'enlever les chaussures et de poser ses pieds nus sur la terre. C'est tout, en fait. C'est ce qui me vient comme ça, là. Très simple. Parce que trop demander, c'est quelque chose qui ne pourra jamais se réaliser. Donc, il est préférable de demander quelque chose de très, très simple que tous les humains peuvent faire. Juste retrouver cette connexion à la terre, pieds nus, par terre. C'est tout. Rien que ça. Et respirer. Qu'on arrête d'avoir des peurs... cette vision aseptisée du monde, des peurs en tout genre par rapport à toutes les menaces, les injonctions à ne pas tomber sur des tiques ou éventuellement des araignées, etc. Bah oui, parce que maintenant on a peur de tout. Maladie de Lyme, tout plein de choses qui nous poussent à rester dans notre bulle, hein, sous cellophane. Ouais, mais c'est triste quand même d'être coupé à ce point-là de la nature et des autres êtres qui en font partie. Que ce soit même très concret, comme une araignée, en fait. Je pense pas que l'humain a été créé par Dieu et manifesté par la terre pour vivre coupé de la nature. Je ne pense pas. Je pense vraiment que
nous faisons encore une fois partie de la nature et qu'en tant qu'êtres de la nature, nous aussi, puisque nous sommes des êtres de la nature plus denses, mais nous sommes aussi des êtres de la nature d'une certaine manière, eh bien, nous devons rester en contact de cette nature simplement pour nous nourrir, pour être vivants. D'où l'importance simplement de déchausser ses chaussures, mettre ses pieds nus par terre, sur le sol, hein, dans le gazon, pas le gazon synthétique, hein, le vrai, hein, l'herbe, et juste ressentir cette connexion de la plante des pieds à la surface de la terre, ce lien qui nous lie à la terre, qui est complètement essentiel à notre vie, à notre survie. On ne peut pas passer outre, en fait. Nous sommes, nous aussi, des êtres de la nature. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui est assez maintenant médiatisé, qui s'appelle Earthing, et qui préconise de marcher pieds nus. Même il y a même des moyens pour connecter les chaussures avec une sorte de petit bouchon qui fait le lien entre la plante du pied et la terre. Donc même chaussé, on peut rester connecté à la terre, c'est incroyable. Et je trouve que c'est très très important. De la même manière, on parlait de vibration. Il y a des moyens aussi aujourd'hui de retrouver cette fréquence de Schumann qui est 7,83 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre. Et de temps en temps, être baigné dans cette fréquence-là, c'est un bain de jouvence. Pour les humains, ça nous ramène à notre vibration comme un diapason, hein, ça nous accorde. On réaccorde un instrument de musique qui est le corps humain. On en a besoin, c'est essentiel, c'est vital. Ça fait partie de la bonne santé. Et quand je dis la bonne santé, c'est à tous les niveaux, hein. C'est la santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, c'est à tous les niveaux. La formation sur les esprits de la nature, avec le code GARDIEN, vous bénéficiez de 30% de réduction immédiate. Bien entendu, c'est valable jusqu'au 3 mars 2026. On vous le rappelle, n'hésitez pas, les liens sont un peu partout. Et le jeu gratuit, avec une date limite de participation aussi pour le 20 octobre 2025. Vous pouvez gagner 3 formations gratuites à choisir sur tout le catalogue Trédaniel Formation, y compris celle de Loan. Donc ça se passe sur trédaniel-formation.com. Il y a les liens un peu partout aussi. Et on vous offre 20 ouvrages de Loan Miège à la rencontre des esprits de la nature, le manuel pratique à l'usage de tous. Alors là, bien sûr, je vous demanderai en parallèle de vous inscrire. On vous enverra le lien aussi un petit peu partout. C'est un Google Form, je pense. Aussi, on vous demande, pour valider votre participation au jeu, d'inscrire au sein des commentaires de la vidéo YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, quel est l'élémentaire qui vous parle et qui vous intrigue le plus. L'oracle des esprits de la nature aussi. Alors, j'ai pu aussi le voir, hein, je l'ai entre les mains là. Il est assez impressionnant. Les cartes sont très très bien faites, elles sont dorées. Alors bien entendu, on a l'explication derrière. Je suis pas très à l'aise, très familier avec tous les oracles, mais j'en reçois énormément. Ouais. Je peux dire que celui-là est assez intéressant au niveau des illustrations notamment. Merci. Je trouvais ça très sympathique. C'est aux éditions Exergue. Merci Loan d'avoir été présente parmi nous. Mais merci à toi Rudy pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés ou écoutés. www.amdessine.com, vous connaissez la plateforme. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye.